si, parce que c'est participatif. Tu te crées un compte et tu vas, je ne sais plus dans quelle rubrique, mais tu peux toi-même publier, corriger, etc. C'est validé par une communauté de scientifiques et c'est publié. Tu veux corriger quoi? C'est participatif. La définition de la secte, c'est réussi dans comment c'est. De Wikipédia? C'est celle qui est véhiculée par tout le monde. Voilà. C'est pour ça que j'ai montré à Jean-Pierre, qu'est-ce que t'en penses? C'est la définition d'un trop-vigné. Hein. C'est la définition d'un trop-vigné de mettre Simon. Vous êtes prêts tous les deux? Vous êtes prêts tous les deux? On va y aller. Alors d'abord, merci beaucoup. Ça, c'est avant qu'on commence tout. Merci beaucoup d'être venus. Ça va, on a du temps quand même. Excusez-moi, je vous interromps 2 secondes. Est-ce que vous pensez que physiquement vous pouvez vous rapprocher un peu tous les trois? Est-ce que ça fait une image plus remplie? Alors, il y a un problème quand même, je t'indique, c'est que chacun d'entre nous a une aura, et on n'aime pas trop mélanger les énergies. Alors, il faut qu'il ait de la place quand même. C'est pour ça qu'on laisse une grande place. Ouais. Non, mais un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est très espacé. Voilà, comme ça c'est super. Merci. On se fait comme ça. Je me mets plus par là. C'est parfait, c'est génial. Allez, dans le cas. Ça va? C'est merci, je fais comme ça. Il a besoin d'être encadré, chouchouté. Bon, oui, donc je m'appelle Grégoire Ferrand et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du mouvement anthroposophique, de la société anthroposophique. Et je vais essayer de vous dresser une espèce de panorama tout en vous donnant des clés pour comprendre la logique de ce mouvement, de cette dérive sectaire, pour être plus précis. Je peux peut-être commencer par mon parcours dedans. Mon parcours dans l'anthroposophie, il a commencé par les écoles Steiner-Waldorf, qui sont une des émanations de l'anthroposophie. Je reviendrai sur les autres émanations qui sont connues, qui sont publiques, qui ne sont pas identifiées comme émanations de l'anthroposophie, mais qui sont néanmoins omniprésentes dans la société. La NEF, première banque éthique de France, les produits Velleda, présents dans toutes les pharmacies d'Europe et même du monde. Comme je voyage beaucoup, j'en ai retrouvé au fin fond de la Patagonie argentine. C'est vraiment quelque chose de mondial. La biodynamie, dont on parle en permanence dans les différents médias. Et puis également d'autres émanations comme les arts anthroposophiques, le rythmie. C'est un petit peu moins connu, mais c'est tout aussi important d'en parler. Alors mon parcours à l'intérieur de l'anthroposophie a commencé à l'âge de 9 ans quand j'ai été scolarisé dans une école Steiner-Waldorf de région parisienne. Mes parents cherchaient une pédagogie alternative. Ils étaient fâchés avec l'éducation nationale. C'est un discours d'ailleurs qu'on réentend énormément aujourd'hui, qu'on avait beaucoup entendu dans les années 70, mais qu'on réentend beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire nous voulons une pédagogie plus adaptée à l'enfant, respectueuse de ses rythmes, de son individualité. Nous ne voulons plus le moule de l'éducation nationale, etc., etc., ce qui peut s'entendre et se comprendre, mais ils sont tombés sur les écoles Steiner-Waldorf, qui ont un discours extrêmement bien rodé sur ce sujet. Je lis en ce moment, il y a une campagne de presse à peu près on va dire tous les 4 mois. Il y a une campagne de presse pour les écoles Steiner-Waldorf dans la presse française, et je lis ce qui est dit. Ce sont toujours les mêmes éléments de langage que l'on retrouve, c'est-à-dire respect
des rythmes des enfants, respect de leur individualité, une pédagogie plus sensible et moins intellectuelle, etc., etc. Les mêmes éléments de langage. Ce qui est amusant pour quelqu'un comme moi, c'est que les journalistes, à chaque fois qu'ils font des interviews dans ces écoles et qu'ils retransmettent tels quels les propos qui leur ont été dits, ne se rendent pas compte qu'ils retransmettent des éléments de langage qui sont les mêmes depuis 100 ans. 100 ans, ça fait long, normalement, pour repérer une récurrence. On a le temps, on devrait pouvoir le repérer facilement. Et non, à chaque fois, j'essaie d'être sensible à la manière dont les journalistes ont fait leur sujet. Pas seulement ce qu'on leur a dit, mais la manière dont on leur a fait leur sujet. Et on sent bien que le journaliste a été séduit, convaincu. Ah oui, c'est extraordinaire ce que vous faites, vous respectez le rythme des enfants. Enfin, il découvre la Lune à chaque fois, sauf que cette Lune, elle existe depuis 100 ans. Donc, mes parents se sont fait séduire par ce discours extrêmement bien rodé. Et également se sont fait avoir, c'est plus que séduire, c'est avoir, par le fait que dans ces écoles, très très vite, quand on y est parent, notre vigilance est endormie, de façon assez spectaculaire d'ailleurs. C'est-à-dire que normalement les parents, en tant que parents, sont assez vigilants par rapport à leurs enfants, ils font attention à ce qui se passe dans sa vie. Et non, dans les écoles Steiner-Waldorf, les parents sont très très vite, je ne sais pas comment dire, hypnotisés, engourdis, dans un état un petit peu second, qui fait qu'ils ne se rendent pas compte de ce que vivent leurs enfants. En plus, leurs enfants sont, c'était mon cas, sont confrontés à des choses dont il est très difficile de parler quand on revient de l'école et qu'on rentre à la maison. Notamment, moi je me souviens très bien que quand je suis rentré le premier jour, j'avais dit, avec tous les autres élèves de ma classe, j'avais dit les paroles le matin. Alors, les paroles, ça consiste quand même à tous se tenir debout derrière la chaise, à croiser les bras devant le cœur et à réciter ce qu'il faut bien appeler un mantra de Rudolf Steiner, que je connais encore par cœur, où il est question de la lumière du soleil, de l'Esprit de Dieu qui est dans la lumière du soleil, des forces bénissantes pour apprendre à travailler, etc. Alors que jamais, à aucun moment, mes parents on leur avait parlé de dimension religieuse ou spirituelle dans cette pédagogie. Mon père était athée, anarchiste, il n'aurait jamais accepté un truc pareil. Mais pour un enfant qui vit ça, comment le dire ensuite à ses parents? Parce que pour dire quelque chose, il faut pour dire un vécu, il faut qu'on nous en ait parlé. Il y a eu ne serait-ce qu'un début d'explication. Or, il n'y avait absolument pas ce genre de choses. On rentre dans la classe, on voit tous les autres élèves autour de soi qui se mettent les bras en croix sur le cœur, et puis qui récitent quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Et quand on se tourne les yeux terrifiés vers le professeur, il nous fait juste un geste pour nous dire essaie de dire les paroles avec les autres. Et tout est comme ça dans cette pédagogie. C'est-à-dire que vous rentrez dans des rituels, dans des choses bizarres, dans des... alors, le vocabulaire en plus est changé, c'est-à-dire que, par exemple, ces prières, ces mantras, on ne les appelle pas les prières ou les mantras, on les appelle les paroles. Les cérémonies anthroposophiques qui ont lieu dans ces écoles, on les appelle les fêtes.
des fêtes, ce sont des cérémonies initiatiques, mais ils appellent ça des fêtes pour masquer volontairement ce qui se joue, ce qui se vit à ces moments-là, etc., etc. Ce qui fait que vous ne pouvez pas mettre de mots en tant qu'enfant sur ce que vous vivez. Une des cérémonies fêtes les plus représentatives de l'école Steiner-Waldorf, pour vous décrire un petit peu cette ambiance, ça va être notre porte d'entrée pour parler de l'anthroposophie, c'est ce qu'on appelle la spirale de l'Avent. Toutes les autres fêtes ressemblent à des fêtes chrétiennes. La Saint-Michel, la Saint-Jean, etc., qui sont fêtées dans les écoles, ressemblent à des fêtes chrétiennes. Mais la spirale de l'Avent, ça c'est intéressant parce que c'est une pure cérémonie inventée par Rudolf Steiner, le père de l'anthroposophie. En quoi elle consiste? Le premier lundi qui suit la kermesse de toutes les écoles Steiner, donc qui a lieu environ fin novembre, le premier lundi qui suit, généralement c'est le premier lundi de décembre, tous les élèves de l'école sont réunis dans une salle dont les vitres ont été couvertes de noir. Il y a sur le sol une grande spirale dessinée avec des branches de pin, de sapin. Au centre de cette spirale, vous avez un énorme cierge, rouge généralement, qui est en train de brûler. Et quand chaque enfant rentre dans la salle, on lui donne une petite pomme au centre de laquelle est plantée une bougie. Et on lui dit, il y a aussi de la musique, et on lui dit, rentre à l'intérieur de la spirale, va jusqu'à la bougie centrale en suivant le parcours, allume ta petite bougie plantée dans la pomme avec la grande bougie centrale, et puis retourne-toi et reviens vers nous. Et c'est tout, aucune explication, tout ça dans l'obscurité. Plus tard, en tant qu'anthroposophe, on comprend la signification de ce rituel, c'est-à-dire la bougie centrale, c'est le Christ cosmique, la petite bougie plantée dans une pomme, alors la pomme, c'est la tentation luciférienne, et la petite bougie qui est plantée dans la pomme, c'est le feu, c'est-à-dire c'est le moi spirituel de l'individu. Donc, comprenez la symbolique, le moi spirituel de l'individu atteint par les forces lucifériennes doit aller s'allumer en trouvant au centre de la spirale, c'est-à-dire au centre de lui-même, le Christ cosmique, puis faire le voyage retour du fond de lui-même, du centre de lui-même jusqu'à l'extérieur, jusqu'au monde des sens, pour revenir dans la société et la vie de tous les jours. C'est une cérémonie qui généralement terrorise les enfants. C'est pas évident pour de tout petits enfants d'être amenés comme ça dans le noir, dans une pièce sombre, à réaliser un rituel dont on ne connaît pas la nature et dont généralement on ne nous a pas prévenus. Parce que les enfants qui vivent ça pour la première fois, qui rentrent dans l'école, on ne les a absolument pas prévenus de ce genre de choses. Donc voilà, moi j'ai vécu ma scolarité dans cette école. Petit à petit, j'ai été imprégné d'abord d'une ambiance, d'abord d'une manière d'être, d'une manière de vivre, d'une manière de penser, puis de certaines idées. Mais j'ai envie de dire, ce qui compte davantage, c'est l'ambiance plutôt que les idées, même si les idées c'est important. Parce que quand j'y repense, en fait, je me dis, mais j'ai vécu ma scolarité non pas dans une école, mais dans un monastère.
un monastère pédagogique. Vous avez peut-être déjà visité les monastères, vous connaissez peut-être l'ambiance qui y règne, c'est particulier. Et ben, imaginez que vous viviez votre scolarité dans cette ambiance, mais sans le savoir, sans avoir le moyen d'identifier que vous n'êtes pas dans une école, mais dans quelque chose qui est essentiellement religieux. Et ça va jusqu'à la manière dont le professeur fait cours. Quand le professeur fait un cours, il ne fait pas un cours, il prêche. Il prêche, il n'y a pas d'autre mot. Il prêche un cours. Même un cours de maths, on peut le prêcher. On peut ce sont des choses subtiles dans le ton de la voix, dans la manière d'organiser les choses, dans le déploiement en fait de ce qui se, de l'ambiance qui est installée dans la salle de cours. Mais vous avez non pas des cours, mais des offices. Évidemment, tout ça, ça va s'imprégner très fortement dans l'enfant, jusqu'à créer une espèce d'addiction. L'univers cérémoniel est addictif, surtout quand vous le vivez en permanence. Jusqu'au repas à la cantine, il n'y a pas d'espace pour autre chose qu'une ambiance cérémonielle dans ces écoles. Le repas à la cantine commence par, de nouveau, des paroles sacrées de Rudolf Steiner qui sont dites avant le repas. On est debout et on écoute ces paroles. Ça ne dure pas très longtemps parce que c'est quand même dur de tenir les enfants avant un repas, mais n'empêche qu'elles ont lieu systématiquement. Et comme les professeurs mangent avec les élèves, eh bien, quelque part, ils surveillent la tenue de cette ambiance. Dans les petites classes, qu'on appelle les jardins d'enfants, la manière dont ils comptent est modifiée aussi, hein, j'ai toujours encore aujourd'hui du mal à me repérer entre la nomenclature des écoles publiques et la nomenclature Steiner-Waldorf, mais bon, je vais dire la nomenclature Steiner, donc première classe, qui commence au CP, jusque 6e, l'ambiance des repas est vous êtes à la messe. Vous avez une bougie au milieu des tables, vous mangez, généralement on mange dans les salles de classe, et puis il faut faire le silence, il faut manger religieusement. Vous êtes dans un cloître, comme devaient manger les moines dans les monastères. Donc voilà, tout ça, ça s'imprègne en vous quand vous êtes enfant profondément, au point que une partie importante de votre psychisme est conditionnée par ça. Et c'est peut-être ça l'essentiel, c'est la prégnance de cette ambiance qui se place en vous comme une addiction profonde. Après viennent les idées de Steiner, sauf que là, ils sont malins. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé dès le départ, on va dire une ruse, un stratagème, une duperie, qui a été bien pensé dès le départ. Et l'idée était qu'il ne fallait pas trop que ces idées se voient. Et le but n'est pas de former trop d'anthroposophes, d'enfants qui deviendraient des anthroposophes ostensiblement. Il n'en faut pas trop. Il en faut un certain nombre. Hein. Il faut produire de nouveaux anthroposophes pour aller dans la société anthroposophique. Mais si tous les enfants qui sortent de ces écoles devenaient des anthroposophes, ça se verrait. Et évidemment, ces écoles seraient interdites, ce qu'elles devraient être. Parce que ce n'est pas une pédagogie, c'est autre chose. Donc, leur manière de s'y prendre pour toucher, disons, 5 à 10% des élèves et les amener
vraiment à l'anthroposophie, ça va être de diffuser de manière assez large des prémices d'idées anthroposophiques. Non pas les idées anthroposophiques telles quelles, et surtout pas en disant ces idées, elles viennent de Steiner, parce qu'alors là, vous avez les moyens d'identifier ce qui est en train de se passer. Non. Le processus va consister à diffuser des prémices d'idées anthroposophiques. Pour ça, il faut que je vous donne quelques exemples. Une prémisse d'idées anthroposophiques, c'est par exemple que la Terre est un organisme vivant, une espèce de, on peut dire, de crâne, de tête, dont la croûte terrestre est correspondrait, avec ses continents, correspondrait aux plaques crâniennes du nourrisson. Donc la dérive des continents correspondrait à des dérives de plaques crâniennes. Quand les plaques crâniennes se soudent, ça correspond à la rencontre des plaques tectoniques sur la surface du globe avec ces tremblements de terre. Voilà. Ça c'est exprimé comme ça ou c'est une image que tu trouves? C'est quelque chose... Non, ce n'est pas exprimé comme ça, parce que là les enfants bondiraient, c'est quoi cette histoire? Non, non, non. Ça c'est l'idée que l'on connaît quand on est anthroposophe d'un certain niveau. Alors, comment s'y prendre pour exprimer ça sous forme de prémisse aux élèves? Évidemment, on ne va pas les dire comme ça. On va étudier la dérive des continents. Et vous voyez, il y a des plaques crâniennes, il y a des plaques continentales, pardon, et puis, à un moment donné du cours, on va dire aux élèves, et puis ça vous fait pas penser à quelque chose qu'on aurait vu dans un autre moment, dans un autre cours, ce qu'il appelle une autre période, et puis peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un élève qui dit « Ah ouais, ça me fait penser à ce qu'on a vu quand on a fait l'embryologie, la naissance du nourrisson. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Julien. Oui, oh, j'y aurais pas pensé moi-même, mais c'est vrai, pourquoi pas. » Et puis on passe à autre chose. C'est-à-dire que tout est fait comme ça, vous voyez, sous forme de petites allusions que vous ne remarquez. Ce n'est pas le prof qui le dit. Il invite à faire un lien. Et le lien est fait par l'enfant lui-même. Donc l'enfant n'a pas l'impression qu'on lui a imposé une idée. Il a l'impression d'avoir découvert quelque chose. Un autre exemple, alors l'idée anthroposophique finale, l'idée aboutie, c'est l'idée que la Terre est le corps de l'entité cosmique du Christ. C'est-à-dire que le Christ, qui était la divinité du soleil pour les anthropologues, est descendu sur Terre au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain. Et puis, quand il est descendu sur Terre, dans un corps humain, et au moment de la crucifixion, son sang tombant sur le sol de la Terre, son sang étant porteur du moi, ce qu'on appelle l'entité du moi du Christ cosmique, tombant sur la Terre, eh bien, il change en quelque sorte de véhicule, et il devient, son corps devient la Terre, et non plus le corps de Jésus de Nazareth. Par transvasement, une espèce de voyage à partir du soleil, dans le corps de Jésus de Nazareth, puis dans la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment une idée ésotérique de l'anthroposophie. Comment transmettre, toujours sous forme de prémisse, cette idée aux élèves dans une classe? Dans un cours, on va parler du Christ mort sur la croix. Dans un autre cours,
on va dire « Ah, regardez les enfants, les chaînes de montagne sur la Terre, la Terre prise dans son ensemble. Ne remarquez-vous pas qu'il y a une chaîne de montagne verticale et une autre horizontale? Et si vous recoupez ces chaînes de montagne, ne forment-elles pas une croix? Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, les enfants? La croix? Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu que, mais dans un tout autre cours, que le Christ est mort sur la croix. Oui, alors, qui serait mort sur cette croix du monde? Et voilà, la question est posée, pas forcément de réponse, mais l'idée va cheminer dans l'esprit des enfants. Je pourrais vous raconter comment ils font la même chose pour le mythe de l'Atlantide. Pour les anthroposophes, l'Atlantide a existé. Nous y étions des êtres avec des corps cartilagineux. Nos bras avaient la capacité de s'étendre à volonté. Donc si je voulais saisir un livre sur cette étagère, eh bien c'était pas compliqué. J'allongeais mon bras comme Mister Fantastique jusqu'au livre et je le ramenais jusqu'à moi. Ça aurait fait plus tard. Et donc, voilà, là aussi, il y a une manière d'amener ça aux élèves de manière très subtile, mais c'est du même ordre. Ce sont des suggestions, des allusions, mais comme ces suggestions, ces allusions sont faites de manière extrêmement répétitive, eh bien, il y a quelque chose qui finit par passer. Si l'ambiance, qui est déjà quelque chose d'énorme, n'a pas fait son travail, les idées vont le faire également. Ce qui fait que vous avez des élèves qui vont sortir de ces écoles, peut-être, qui sont capables de vous regarder dans les yeux et de vous dire « Je n'ai jamais entendu parler d'anthroposophie dans l'école où j'ai fait ma scolarité. » Et c'est vrai, ils ne mentent pas. Mais au fond, ils en ont sacrément entendu parler. Sauf qu'on ne leur a pas dit que c'était de l'anthroposophie, on ne leur a pas dit que c'était de Steiner, et ce ne sont que les prémices de cette conception très particulière du monde qui ont imprégné petit à petit leur mentalité, leur système de représentation. Du coup, ben, ça fait des gens qui vont pas forcément devenir anthroposophes, mais qui vont avoir une facilité à entrer dans ce qu'on peut appeler le New Age, absolument déconcertante. Parce que cette vision du monde fantasmé, fantastique, on va la retrouver dans tous les courants du New Age. Notamment l'anthroposophie, mais notamment. Donc c'est là-dedans que j'ai grandi. C'est là-dedans que j'ai grandi avec... Jusqu'à quel âge? Jusqu'au bac, donc de 9 ans au baccalauréat. Avec aussi, comment dire, j'ai grandi avec beaucoup de professeurs dont je peux dire aujourd'hui, mais c'était fou ces gens. Enfin, c'est aussi ça, mettre son enfant dans une école Steiner-Waldorf. C'est mettre son enfant aux mains de gens que la doctrine anthroposophique, peu ou prou, a rendu cinglés. À différents niveaux, ça ne se voit pas forcément d'emblée, mais à un endroit ou à un autre de leur personnalité, ces gens sont fous. Je me souviens d'un élève qui sortait d'une de ces écoles et qui suppliait sa mère, qui était intelligent ce garçon, il avait 12 ans, il suppliait sa mère de le retirer de l'école en disant « Maman, retire-moi de là, ces gens sont fous !» Et il avait raison. Il percevait bien que quelque chose était totalement anormal dans les relations humaines qu'il vivait avec les adultes, avec les professeurs autour de lui. C'est pas du tout une volonté de ma part d'insulter qui que ce soit, hein.
c'est une manière pour moi d'essayer de décrire ce que produit cette doctrine. Parce que le sens de la doctrine, c'est ça qui finit par être atteint. Et puis, au bout du compte, la pensée elle-même finit par être déconstruite, liquéfiée. Je me souviendrai toujours de ma professeure d'art. Elle nous faisait des cours d'art, si on peut appeler ça comme ça, où elle projetait des diapositives. Et puis, quand on était face aux diapositives, elle nous y disait, regardez bien les diapositives, les enfants. Et puis décrivez la diapositive. Donc on décrivait, puis évidemment on disait, bon ben... Et qu'est-ce qu'on doit en penser? L'art, ça s'interprète. Un tableau dit quelque chose. On doit penser quelque chose d'une œuvre. La décrire, pour la décrire, c'est un peu court. Et elle nous regardait en clignant des yeux. Et tout ce qu'elle pouvait nous dire, c'est ben, regardez, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et c'est tout. Elle n'était pas capable de penser ce qu'elle voyait. Et ça, je crois que c'est l'état qu'on finit par acquérir quand on rentre vraiment dans l'anthroposophie. La pensée est comme liquéfiée. Vous n'avez plus de capacité d'abstraction, de capacité de produire un discours sur les choses, de mettre en œuvre une pensée interprétative, discursive. Vous ne l'avez plus. Sauf, et même, sauf, j'allais dire, avec la doctrine anthroposophique. Mais non. Qu'est-ce que font les anthroposophes quand ils font des conférences, des discours, etc. Ils répètent du Steiner. Alors, ils répètent en synthétisant, parfois, en développant à d'autres moments, mais ils répètent. Et pour eux, penser, c'est répéter. Vous essayez de vous décrire ce naufrage de la pensée, et puis les gens que vous côtoyez quand vous êtes élève dans une école Steiner-Waldorf. Vous vous imaginez vos professeurs qui sont dans cet état de non-réflexion sur les choses de la vie, les phénomènes, tout ce qui vous entoure. Oui, mais on n'est pas capable de repérer ça, non. Si on est soi-même dans le même état. Si on est mis soi-même dans le même état, sauf que en tant qu'enfant, vous avez envie de penser. Enfin, la capacité de penser, en tout cas chez certains enfants, elle est là, elle a envie de surgir, elle a envie de se manifester. Et le gros travail des pédagogues Steiner-Waldorf, c'est d'étouffer ça, c'est de l'éteindre. Et ils le disent d'ailleurs quand ils discutent entre eux. Ouh là là, celui-là il pose beaucoup de questions, celle-là elle pose beaucoup de questions, il faudrait qu'on... c'est pas bien. Il faudrait au contraire qu'on arrive à restreindre, à éteindre, à mettre en veilleuse cette volonté de se questionner sur la vie, sur le monde. Parce que c'est pas bon, c'est des entités arrimaniennes qui agissent en elles. Ça, c'est ce qui se dit dans les conseils de classe. On leur enlève leur libre arbitre. On leur enlève leur libre arbitre, tout simplement. Si on enlève la pensée, on enlève le libre arbitre. Oui. Des entités arrimaniennes, c'est le nom d'une des 3 forces du mal de la cosmologie anthroposophique. A-R-I-M-A. A-H-R-I-M-A-N. Ahriman. Normalement, je ne devrais pas le dire. Parce que si je le dis, ça le fait venir. Comme Voldemort, on va prendre son nom, enfin bon, voilà, s'il vient, ça sera de ma faute. On dira bonjour. On dira bonjour. Il est très osseux. Ça va très loin, parce que là, tu es en train de décrire l'aspect d'Ahriman. Ah ben, il a été sculpté. Et donc, pour l'enfant, ça a une réalité.
Il est Ça remplace la réalité objective extérieure par une réalité qui est le fantasme de Steiner. Vous voyez, tout à fait, vous finissez par voir le monde avec les yeux de Rudolf Steiner quand vous êtes enfant dans ces écoles. Sans savoir que c'est Steiner. Sans savoir. Vous croyez que c'est vos propres yeux, mais c'est les yeux de Rudolf Steiner. Les yeux, hein, c'est plus que les idées. C'est les yeux. Vous voyez les choses comme ça. Comme si vous aviez des lunettes en permanence. Difficile à décrire pour moi, ça, mais c'est les yeux, plus que les idées, c'est les yeux. Ça vous est resté? Ah, alors, je vais venir à comment je m'en suis libéré, comment je m'en suis sorti. Non. La réponse est non, parce que j'ai fait un gros travail pour... Après, il faut toujours se méfier de soi-même. Ce qu'on a fait de nous quand on est enfant, on l'est, hein. Il y a quelque chose qui reste nécessairement. C'est pas grave, l'important c'est d'en être conscient et de savoir mettre une distance par rapport à ça. C'est peut-être ça la liberté. Ce qui me fait penser donc qu'il faut que j'arrive à la suite. Donc mon parcours de danse n'a pas été seulement un parcours en tant qu'élève. C'est juste après, bien évidemment, ça a été de devenir anthroposophe moi-même. C'était logique, puisque j'étais un élève particulièrement réceptif à tout ça quand j'étais dans l'école. Je me suis tourné, ou on m'a tourné, vers les conférences de la Société anthroposophique à la sortie de l'école. J'y allais tous les samedis à 17h30. Puis au bout d'un moment, voilà, ce sont des conférences publiques dont vous n'êtes pas obligé encore de devenir membre. Puis au bout d'un moment, à 25 ans, j'ai franchi le pas et je suis devenu membre de la Société anthroposophique. Les conférences, c'est à partir de quel âge vous êtes allé? 18 ans. Mais si vous voulez, quand vous sortez d'une école Steiner-Waldorf, vous avez un besoin impérieux de retrouver l'ambiance que vous avez vécue dans cette école. Et puis, tout ce que vous connaissez comme milieu social, c'est le milieu social, le milieu anthroposophique. Où le retrouver? À l'état pur, sinon à la société anthroposophique, ou dans une institution du mouvement anthroposophique. Ça correspond peut-être aussi au stade décrit par Steiner, en fonction des âges, de 1 an à 7 ans, de 7 ans à 14 ans. Il y a toute une théorie effectivement des âges chez Steiner. Maintenant, je dirais que cette addiction est mise en place dès les 3 premiers jours où vous entrez dans cette école. C'est très fort, même les parents s'y font prendre. Donc, non pas en fonction des âges, pour ce qui est de cette addiction. Donc, je suis devenu anthroposophe. Je voyais quand même des choses qui me gênaient. C'est moins qu'on puisse dire. Comment ne pas voir non plus comment fonctionnent les gens, comment ils pensent, leur âge, leur tenue vestimentaire, leur odeur, excusez-moi, mais leur odeur. Puisque dans l'anthroposophie, se laver, c'est pas recommandé, se laver fréquemment, c'est pas recommandé, puisque l'eau nous enlève des forces éthériques. Donc, c'est-à-dire les forces vitales dans leur système de pensée. Je ne parle même pas de leurs vêtements, puisqu'ils sont en dehors du temps, ces gens-là. Mais quels vêtements on peut porter quand on est en dehors du temps depuis 100 ans? Mais bon, à chaque fois, on nous rassure, on éteint nos doutes, voilà, donc on laisse tomber ces questions. Et j'aurais pu continuer comme ça, sauf qu'un jour, on m'a demandé d'enseigner dans ces écoles, dans les écoles Steiner-Waldorf. J'étais membre de la Société anthroposophique et en même temps, on me demande d'enseigner dans ces écoles. Puis au même moment, on me demande de devenir rédacteur dans une revue anthroposophique, l'Esprit du Temps. Et puis, je deviens des proches
dirigeant de la Société anthroposophique en France, c'est un honneur suprême. Moi, je ne le vivais pas comme ça. Mais parce que je ne suis pas comme ça. Là, je parle de ce que je suis, c'est-à-dire de ce qui a résisté à l'endoctrinement. D'où ça vient, ce que je suis, ça, bon, c'est des choses mystérieuses, mais il y a quand même une part de moi qui a résisté à ça et qui a résisté aussi aux valeurs véhiculées par ce mouvement, c'est-à-dire le goût du pouvoir et de l'argent. Parce que si j'avais eu ce goût-là, là c'était fini, jamais j'aurais pu m'en sortir. Si j'avais eu le goût de dominer les autres, le goût du pouvoir, et le pouvoir que ça donne quand on devient un grand anthroposophe, comment voulez-vous sortir de ça? C'est tellement jouissif. Pour ceux que ça fait jouir, c'est tellement jouissif. Moi, je n'avais pas ça. C'est-à-dire que je croyais en ces idées et j'y croyais avec une forme d'abnégation. C'est-à-dire que je voulais les diffuser, je voulais les répandre, mais pas pour moi-même. Je pense que c'est une des choses qui m'a sauvé. Et puis l'argent, je refusais de me faire payer. C'est-à-dire que quand je donnais une conférence à la Société anthroposophique ou ailleurs, on me proposait de l'argent, je refusais. Parce que je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça pour répandre les idées anthroposophiques. Mais on se fait tous payer. Mais moi, non. Heureusement, je pense heureusement que j'ai fonctionné comme ça. Donc, je suis membre d'une grande revue anthroposophique, la plus prestigieuse de France. J'entre dans une école Steiner à Val d'Orf. Je suis membre de la Société anthroposophique. J'entre également à la communauté des chrétiens. C'est une autre émanation de l'anthroposophie, c'est-à-dire qu'ils ont un culte chrétien anthroposophique. Tout peut devenir anthroposophique. Je reviendrai en parlant du mouvement anthroposophique, mais tout peut devenir anthroposophique. C'est pour ça que vous avez des arts, une pédagogie, une agriculture anthroposophique, des médicaments anthroposophiques, une médecine anthroposophique, des produits cosmétiques anthroposophiques. Tout peut devenir anthroposophique. Donc vous avez aussi un culte chrétien anthroposophique. Mais vous pourriez avoir un culte bouddhiste anthroposophique. Vous pourriez avoir un culte musulman anthroposophique. C'est possible. Ça nous semble, je ne sais pas, dit comme ça peut sembler totalement étonnant. Mais ce n'est pas un problème d'anthroposophiser quelque chose pour les anthroposophes. Il pourrait y avoir, oui, des plombiers anthroposophiques, il y a bien des épurateurs d'eau anthroposophiques. Ça existe, ce qu'on appelle des flow-formes. Donc, aucun problème à anthroposophiser quelque chose. Des coiffeurs anthroposophiques, pourquoi pas? C'est pas un problème pour eux. Donc, j'entre aussi à la communauté des chrétiens. Et puis, grande chance de ma vie, je suis reçu, j'ai le concours de professeur de philosophie de l'éducation nationale, parce que j'avais fait mes études de philosophie, et puis au bout de 3 ans, c'est quand même dur d'avoir un concours de philosophie quand on est anthroposophe. Mais j'y arrive quand même. J'y arrive parce qu'on m'explique comment il faut s'y prendre. Je reste anthroposophe, hein, mais j'arrive à avoir le concours. Tu as travaillé sur Goethe? Alors pas pour le concours de philosophie, mais j'ai fait des études de philosophie et de théâtre. Et évidemment, pendant mes études de théâtre à la Sorbonne Nouvelle, j'étudie Goethe, qui est une des portes d'entrée dans l'anthroposophie, puisque Steiner s'est emparé de Goethe. Il a anthroposophisé Goethe. Donc je fais une thèse sur Goethe et Shakespeare, mon but étant d'anthroposophiser Shakespeare. On peut le dire comme ça, puisque Steiner a un peu essayé d'anthroposophiser Shakespeare. On peut anthroposophiser des auteurs aussi. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire ramener ce qu'ils disent à la doctrine anthroposophique. Oui, donne-moi un exemple. Le Petit Prince. Oui. Tous le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je peux vous interpréter chaque image du Petit Prince de Saint-Exupéry en vous disant ça correspond à une idée de l'anthroposophie. Par exemple, l'épisode de l'allumeur de réverbère qui suit la consigne alors que la situation a changé. Je peux vous dire, ben vous voyez, ça c'est typique des forces arimaniennes. Les forces arimaniennes, c'est la sclérose de la pensée, c'est le matérialisme, c'est la rigidité mentale. Et Saint-Exupéry, qui était une réincarnation de Mahomet, pour se racheter d'avoir amené l'islam dans le monde, a écrit Le Petit Prince pour contrebalancer les effets néfastes de l'islam. Voilà, je peux multiplier les exemples de ce style-là. Ça se tient. Voilà, non mais ça se tient, bien sûr. Je commence à y Parce que croire. C'est faux, c'est je ne sais pas sur quel pied cet animal tient et quelle forme d'animal monstrueux c'est, mais il a les pieds. Et la Effectivement. mort de Saint-Exupéry abattu par un avion allemand, ça doit aussi avoir un sens. Quand vous êtes anthroposophe, vous pouvez tout interpréter. C'est une surpuissance de l'interprétation consistant à ramener les choses à la doctrine anthroposophique. C'est une pensée centripète. C'est-à-dire que tout est ramené comme une espèce de trou noir, tout est attiré vers ce centre qu'est la doctrine anthroposophique, et passer, comme pour les trous noirs, passer ce qu'on appelle l'horizon, vous n'en sortez pas. Vous n'avez plus la capacité de sortir du trou noir, quelle que soit la puissance de votre fusée, c'est-à-dire la puissance de votre pensée, vous êtes dans la sphère du trou noir anthroposophique. Parce que j'aime bien les romans de science-fiction. Donc j'ai ce concours de philosophie et ça me sauve, ça commence à me sauver, disons, parce que là je deviens professeur à l'éducation nationale tout en étant professeur dans une école Steiner-Waldorf et je peux commencer à faire des comparaisons. Je peux voir, alors au début la comparaison est en faveur des écoles Steiner-Waldorf, bien entendu, mais bon, au bout d'un moment quand même, je me dis, il y a des choses qui fonctionnent peut-être un peu mieux et qui sont un petit peu plus, disons, cohérentes et pratiques, ne serait-ce que ça. Par exemple, dans une école Steiner-Waldorf, vous avez un système de fonctionnement où vous avez un collège de direction, le reste des professeurs qui forment le collège de l'école. Et ils disent, vous voyez, nous c'est formidable, on n'a pas de proviseur, on gère ça de manière collective. Sauf qu'il y a bien un organe de décision suprême, ils appellent ça d'ailleurs le collège interne, c'est un peu communautaire, hein, ou collège de direction. Alors, quand vous êtes simple professeur dans une école Steiner-Waldorf, parfois, ça peut arriver, vous voulez vous tourner vers votre direction pour poser une question, avoir une supplique vis-à-vis d'elle ou autre. Comment faire? Comment faire? Parce que vous n'allez jamais trouver écrit le nom des gens qui appartiennent à ce collège de direction. Une fois, ça m'est arrivé dans l'école où je travaillais. Je lui ai dit, ben voilà, j'ai un problème de salle, je voudrais m'adresser à la direction. Vers qui faut-il que je me tourne? Ah, ben regarde, derrière la porte, il y a un tableau avec une feuille, tu vas trouver qui appartient à ce collège. Je vois une feuille avec une liste d'initiales. Donc, c'est qui? Je venais d'arriver dans l'école, je ne connais pas tout le monde. C'est qui? Ah, mais la liste n'est pas à jour. Et je dis, bon, bah, ça me semble un peu compliqué cette histoire. À qui je donne ma lettre? Il y a un casier de la direction de l'école. Ah non, faut que tu trouves le casier de la personne qui est en ce moment la présidente du collège interne. Ben, c'est qui? Ah ben on ne sait pas parce que
Il y en avait une depuis 1 an, mais elle est toujours présidente tout en étant démissionnaire. Donc, en fait, je ne sais pas si tu peux lui adresser. Vous voyez un petit peu, ne serait-ce que poster une lettre à la direction de l'école, ça vous demande une opiniâtreté. Et en plus, une fois que vous avez réussi à poster votre lettre dans le bon casier, au bout de 3 semaines, quelqu'un vient vers vous en disant « Ah Grégoire, j'ai vu ta lettre dans ton casier, mais tu sais que je suis démissionnaire, donc je ne l'ai pas ouverte. En fait, c'est à un tel qu'il faut. » Mais c'était une très grosse école quand même. Oui. Et le collège de direction se réunissait 2 heures, une fois, tous les 15 jours. Comme, vous voyez une structure scolaire ordinaire,